Jérôme Dédéon, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, associé de toutsurmesfinances.com et président de mon partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Ça va le business? Assez bien. Les gens ont plein d'épargne. On a appris avec l'OFCE qu'il y avait 90 milliards d'euros plein d'épargne. d'excès par rapport à l'habitude. On a démarré il y a quelques semaines, vous le savez, et on va finir l'année à une cinquantaine de clients, ce qui est génial. Alors ça dépend si c'est des gros clients ou des clients moyens ou des petits clients. Mais... Ah bah c'est des bons clients. Des bons clients. Bonjour André Lezecroupe-Pietri. Bonjour. Je compte sur vous pour m'expliquer ce qu'est le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui sont les deux marqueurs de demain dans l'actualité européenne portée par Thierry Breton. Il y croit beaucoup, lui, visiblement. Vous êtes président du Fonds à Capital et porte-parole de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture. Mathieu Plane, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Je vais d'abord vous demander ce que vous retenez des prévisions que vous nous avez livrées vendredi. Les messages que vous avez en tête, les messages que sans faire la litanie des chiffres, et quelles sont les observations que vous en tirez? C'est des prévisions de croissance, de récession 2020, de croissance 2021, de taux de chômage, enfin j'ai envie de dire un classique, mais dans un brouillard qui est très difficile à désépaissir. Et quels sont les enseignements que vous en tirez? Alors ils sont multiples les enseignements. Le premier, c'est qu'on voit que je ne vais pas vous donner de grandes surprises là-dessus, c'est que la conjoncture est très dépendante des mesures prophylactiques. Donc en gros, c'est quel est l'agenda sanitaire qu'on peut retenir, notamment pour 2021. Est-ce qu'on croit par exemple ce que raconte aujourd'hui le gouvernement sur la date du 20 janvier, sur la levée, l'évolution du vaccin? Tout ça va quand même générer beaucoup d'évolution d'activité derrière. C'est-à-dire la contrainte qui pèse aujourd'hui sur l'activité sur certains secteurs est essentiellement liée à ça. Donc c'est à quel... Vous devez chiffrer à 10% du PIB, c'est les secteurs vraiment contraints. Alors il y a 10% du PIB qui est extrêmement contraint. C'est les premiers à être effectivement touchés par les mesures sanitaires. Ça sera aussi les derniers à en sortir. Donc il va falloir... Pour certains. Et après, bien sûr, il y a tous les effets de second tour qui sont sur les risques de faillite, qu'on connaît, les remboursements de PGE, toutes ces difficultés-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a eu une chute d'activité, nous, qu'on estime à 9,5% du PIB en 2020. C'est la plus grande récession d'après-guerre. Juste pour donner les ordres de grandeur, la faillite de Lehman Brothers, 2009, la crise des subprimes, c'est moins 3%. Là, on est à moins 9,5%. Donc on est 3 fois plus élevé que la plus forte crise d'après-guerre, donc c'est quand même c'est extrêmement impressionnant de ce point de vue-là. On a aussi une chose intéressante, c'est qu'on voit que le deuxième confinement n'a à peu près rien à voir avec le premier en termes d'intensité, c'est-à-dire que le premier, on perdait 31% d'activité lors du premier confinement. Nous, on l'a chiffré plutôt à 14% au deuxième confinement, ce qui n'est pas rien, 14%. Mais on dirait qu'il y a une forme d'apprentissage aussi dans la gestion sanitaire. Et puis la certitude, c'est-à-dire la certitude de la reprise économique, c'est aussi comment l'épargne des ménages va être mobilisée ou pas. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à ce diagnostic-là, c'est qu'à fin 2020, on a à peu près 90 milliards d'épargne sur le compte des ménages. C'est l'équivalent du plan de relance qui est sur le compte des ménages. En plus de ce qu'on a d'habitude, c'est l'excès d'épargne. Vous avez raison de le rappeler, c'est que les ménages français épargnent à peu près déjà 220 milliards par an. Donc c'est en plus, donc c'est l'épargne Covid, c'est de l'épargne supplémentaire. C'est savoir comment est-ce qu'elle va se rediffuser dans l'économie, est-ce qu'elle va se diffuser sur quel secteur, est-ce que c'est sur des biens manufacturés, sur des services, donc ça quand même, il y a énormément d'enjeux. Et puis dernier point, qui est quand même central à mon avis, c'est que malgré les dispositifs d'activité partielle, malgré le fonds de solidarité, malgré les exonérations de cotisation, on arrive à 60 milliards de pertes du côté des entreprises. Ça reste colossal, c'est concentré en plus beaucoup sur des PME, TPE qui n'ont pas forcément les reins solides. Et donc tout l'enjeu de 2021, je veux dire... 2020, c'est on gère l'urgence, en gros, et on évite l'affaissement de l'économie. 2021, c'est voir comment on sort de la crise, c'est les plans de relance, c'est la question des prêts garantis par l'État, c'est comment ces entreprises vont pouvoir rembourser, comment ces petits commerces vont tenir la route. Donc on a beaucoup d'enjeux macro qui sont à venir, avec, ce que vous l'avez dit, il y a énormément d'incertitudes, parce que notre scénario suppose pas de reconfinement. Bien sûr. C'est pour ça que ça peut paraître optimiste. C'est-à-dire qu'on arrive avec plus 7% de croissance en 2021, sous l'hypothèse d'une levée progressive des mesures prophylactiques et une diffusion petit à petit du vaccin. C'est-à-dire qu'à la fin 2021, on considère qu'on retrouve une situation quasi normale. 7,1% si tout va bien. Et c'est là où quand même je tiens à préciser quelque chose, c'est que ça paraît optimiste. Or, si vous regardez dans le détail, 7,1%, à la fin d'année 2021, on a un niveau d'activité, malgré le plan de relance, qui sera encore 1,4% en dessous de la situation pré-Covid. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, fin 2021, encore la situation d'activité pré-Covid. Et si on regarde par rapport à une croissance potentielle, c'est-à-dire la trajectoire qu'on aurait dû avoir normalement si on était dans une situation... Dans un monde parfait, oui. Dans un monde où il n'y a pas eu de choc Covid, il y a pas eu de choc on est encore 5% en dessous.
Donc ça veut dire on est loin d'avoir rattrapé tout. D'abord, il y a les pertes qui s'accumulent et on ne retrouve pas, bien sûr, le niveau d'activité qui prévalait en Covid. Je reviendrai dans un instant avec vous sur la croissance 2021 parce que la Banque de France est quand même beaucoup moins optimiste. Elle dit plus 5% ce matin. Jérôme Dédéan, qu'est-ce que ça vous inspire? Et la question qui me vient derrière, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour les entreprises l'an prochain? Visiblement, on était sur plus 10 milliards en plus, et puis ça va peut-être être plus 20 en plus pour les entreprises. Et je vous rappelle Sylvain Aurébi qui disait à ce même micro il y a 2 ou 3 jours, toutes les dettes doivent être gelées pour les entreprises. Toutes, pas que les Covid. Et elles doivent être gelées quasiment sans limite de délai. Modulo le discernement des entreprises zombies qu'il faut laisser tomber parce que elles seraient tombées de toute façon, à la limite on les a prolongées un peu et voilà. Mais encore une fois, c'est super facile à dire ça, Jérôme, mais modulo... Non mais je vais rajouter une couche par rapport à ce qu'a dit Mathieu. Il faut rajouter à ce tableau un peu apocalyptique qu'il a dessiné avec beaucoup d'incertitudes parce qu'il faut effectivement que la situation sanitaire ne se dégrade pas de nouveau et qu'on arrive vraiment à sortir, que le vaccin se diffuse, etc. Sur cet enjeu de croissance potentielle, c'est qu'il est en plus hyper bridé par le fait que l'endettement des ménages et des entreprises françaises est extrêmement plus élevé aujourd'hui qu'il n'était au moment de la crise des subprimes. Et donc on part d'une situation où la capacité des entreprises à lever de la dette supplémentaire, on a déjà le problème du remboursement de celle qui a été levée, pour investir, et des ménages à consommer, en fait, on part d'une situation qui est complètement dégradée par rapport à la situation dans laquelle on sortait de la crise des subprimes. Et donc c'est très très préoccupant. Et moi personnellement, je trouve que le gouvernement qui commence à dire qu'il va commencer à cibler ses mesures mieux seulement sur les secteurs touchés, etc. Je pense qu'il le fait beaucoup trop tôt. Et quand je discute évidemment avec mes amis qui dirigent des boîtes dans les secteurs sinistrés, l'hôtellerie, la restauration, etc., eux, ils disent on reviendra à la normale, ils sont là-dessus. Ils disent il faut qu'on tienne jusqu'à au moins mi-2022. Voire fin 2022. Ils ne pensent pas un instant qu'ils retrouveront un niveau d'activité dans l'hôtellerie, dans la restauration, du niveau de celui d'avant la Covid, avant mi ou fin 2022. Et donc ça veut dire qu'évidemment, il faut les aider majoritairement et prioritairement, mais il ne faut pas oublier le reste de l'économie. Pour ces raisons de croissance potentielle qu'évoquait Mathieu, c'est que, moi je vois bien ma boîte de confiture, elle va faire 200 000 euros de moins que son prévisionnel. Elle va faire 4% de croissance par rapport à l'année dernière. 4%, c'est-à-dire 2020 plus 4% par rapport à 2019. Mais moins 200 000 par rapport à son prévisionnel parce qu'on avait ouvert 2 boutiques cette année. Donc la Cour d'Orgère a 9 boutiques ouvertes et pas 7. On avait prévu de faire 200 000 euros de plus de chiffre d'affaires qu'en 2019. On va faire 4%, c'est moins que ça. Et ça pose des enjeux considérables. Et pourtant, on est une des boîtes qui se sort le mieux de cette période-là, avec le mal que l'équipe s'est donné, pour essayer et on a droit à rien. Parce qu'on a 4% de croissance, donc on n'est pas dans les codes de ceux qui ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires. Ah oui, non, ça vous n'êtes pas dedans. Donc on a droit à 0 aide. On a eu le chômage partiel, bravo et merci, c'est indispensable. Et maintenant qu'on est rouvert, on repart en 2021 avec un acquis de croissance sur la boutique, c'est de la microéconomie, qui est totalement inférieur à celui qu'on avait comme perspective avant la Covid quand on faisait le business plan. Et donc il faut tenir compte aussi de ces business-là, parce que c'est là qu'est la croissance. Elle n'est pas seulement dans les secteurs qui font 10 ou 12% du PIB, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, et qui sont particulièrement sinistrés. Et qui le sont pour longtemps. C'est Xavier Timbaud qui nous disait vendredi 5 ans. 5 ans pour que le tourisme et l'aviation permettent à retrouver, à remettre la tête hors de l'eau. Encore pire, encore plus dégradé que ce que mes amis qui sont dans l'hôtellerie et la restauration disent. Eux, ils disent mi-fin 2022, lui, s'il dit 5 ans. On voit bien qu'il ne faut pas du tout arrêter les mesures de soutien. Et il ne faut pas trop les cibler trop vite. Pour des raisons évidentes de redémarrage, pour essayer de faire mentir ce que vient de dire Mathieu, c'est-à-dire retrouver un chemin de croissance potentiel qui soit suffisant. Il y a cette petite musique. J'insiste, compte tenu de l'endettement déjà existant des ménages et des entreprises, qui est considérable. Il y a une petite musique du côté de la Commission des finances de l'Assemblée nationale où on prépare les esprits à un quoi qu'il en coûte qui serait un petit peu moins tous azimuts. Effectivement, on l'a clairement entendu depuis quelques jours. André Lezecroupe-Pietri, comment vous regardez ce qu'on vient de se raconter sur les incertitudes, sur la facture astronomique, sur ce qui a été perdu et qui ne sera jamais retrouvé, et une fois de plus les attentes qui sont toutes tournées vers le gouvernement pour qu'on trouve des solutions. Je ne vais pas avoir un avis d'économiste là-dessus, mais on se rend compte que le risque ici, c'est de devenir trop ciblé. C'est ce que les anglo-saxons appellent « pick the winner », c'est-à-dire essayer de comprendre qui va s'en sortir. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, et je rejoins tout à fait ce que dit monsieur, le risque, c'est de commencer à trop cibler les mesures. Ça va retarder la mise en œuvre, parce que ça va devenir techniquement compliqué, ça va devenir administrativement aussi très compliqué, alors qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de sauver tout ce qui est sauvé, et en fait de permettre aux plus agiles de rebondir. Parce que ce que moi j'entends assez peu finalement, c'est comment est-ce qu'on utilise cette crise
il faut évidemment sauver le court terme, mais comment est-ce qu'on utilise cette crise pour préparer le demain? Quand on dit est-ce qu'on va revenir au niveau d'activité d'hier, il va y avoir plein de domaines où en fait on va jamais revenir. Peut-être que l'hôtellerie et le tourisme ne va jamais revenir dans la même forme qu'on la connaît. L'événementiel est un bon exemple aussi. J'entendais hier Hervé Bazin, le patron d'Accor, qui pensait qu'effectivement, probablement, il ne retrouverait jamais exactement l'activité qu'il avait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura moins d'emplois, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura moins de chiffre d'affaires, mais en tout cas, les business models seront différents. Et quand on commence à cibler trop, le risque, c'est qu'effectivement, on essaye de reproduire ce qu'on connaît, et on est dans une approche très linéaire de la chose. Moi ma grande inquiétude, c'est qu'on retrouve la même chose en Europe que ce qui s'est passé en 2008. Monsieur citait la crise des subprimes, où en fait, les États-Unis ont été beaucoup plus rapides dans la mise en œuvre des mesures de relance. Ils ont très très vite sauvé leurs différentes entreprises, ils ont été extrêmement interventionnistes et ils s'en sont sortis beaucoup plus vite que nous. Je vous rappelle, le plan Juncker, il a été, je ne me souviens plus exactement de la date, effectif 2014-2015, c'est-à-dire 5 ans après les faits. Il ne faudrait pas que ça soit la même chose qui se reproduise. Ça n'a pas été la même chose. Aussi bien la BCE que les différents gouvernements ont agi très vite cette fois-ci. Alors que la BCE, elle avait agi beaucoup plus tard par rapport à la Fed. On a appris, effectivement. Je pense qu'il y a cet aspect apprentissage, mais il ne faudrait pas chaque fois que la crise soit un apprentissage. Maintenant, il faut que sur ces mesures de relance, il faut que ça aille très vite et il faut que ça soit assez général. Je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire ait envie de faire du très général et de remettre encore des dizaines et des dizaines. Alors quoi, ça, c'est un gros défaut de Bercy. Bercy raisonne, on les connaît bien, on les voit souvent, et raisonne avec l'angoisse de l'effet de bord, du passager clandestin, de celui qui va profiter de la mesure, qui sera pile dans le trou, l'effet d'aubaine. Jérôme Dédéan, Bercy a remonté à 122 sur PIB, sa dette 2021. Mais ça va être pire. Dans ce cas-là, on va à 130 et là on est... Pourquoi ça va être pire? Parce que le budget 2021, il est fondé sur des prévisions de recettes fiscales. Elles sont caduques. Elles sont complètement caduques. Donc, de toute façon, il y a 300 milliards de recettes fiscales en moins cette année. Il y en aura à peu près autant l'année prochaine, enfin peut-être un peu moins, on espère quand même. Je ne crois pas qu'on soit sur 300 milliards de recettes. On n'est pas sur 300 milliards de recettes. C'est considérable. Mais c'est considérable. Absolument considérable. Et donc, si on fait la somme de tout, et donc l'enjeu, c'est pas là. C'est pas avec l'impôt, c'est pas avec la recette de l'impôt et le retour de la croissance qu'on va s'en sortir. Donc il faut continuer à alimenter la machine et éviter de raisonner en disant j'ai peur des effets d'aubaine. Il y aura des effets d'aubaine, il faut les assumer. Alors on n'arrête pas de dire depuis des jours sur ce studio qu'il faut trouver une manière ou d'une autre, enfin trouver un outil pour réussir à identifier ces fameuses entreprises qu'on dit zombies, mais personne n'a la solution. Non. Mais après, Mathieu Plane. Oui, mais enfin bon, les entreprises zombies, c'est presque, je dirais, un autre débat. C'était le débat même d'avant crise. Là, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier une entreprise zombie ou pas aujourd'hui dans la période de crise? Moi, je crois pas. Je crois que la difficulté, c'est justement de vouloir faire le tri en ce moment. Donc vous êtes de l'avis qu'il faut continuer. Non, mais il faut un dispositif, nous on l'avait proposé depuis le début de la crise, qui était l'équivalent du chômage partiel, mais pour ce qu'on appelle les actifs immobilisés. Et donc sur le capital productif en réalité, de regarder les pertes d'activité qui ont été réalisées par les boîtes, regarder les immobilisations corporelles, combien ça leur coûte de ne pas utiliser ces immobilisations corporelles. Donc c'est toute la question des loyers et de l'immobilier, donc des bâtiments, c'est la question des matériels de transport, c'est la question des machines et équipements dans l'industrie. Et donc vous voyez, il y a un ciblage qui peut être intelligent. Là, ce que je veux dire, c'est que on n'est plus dans un fonctionnement d'économie de marché traditionnelle. C'est-à-dire que c'est plus juste une histoire de rentabilité. Une boîte qui, par exemple, a fait des gros investissements avant Covid, qui était très rentable, qui se retrouve du jour au lendemain avec une baisse de chiffre d'affaires de 50% pour des raisons qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des fermetures administratives, il n'y a plus de déplacements, etc. Mais cette boîte-là ne peut plus rembourser son investissement, elle est plus rentable. C'est-à-dire que c'est même peut-être même les boîtes qui sont en forte croissance, qui ont beaucoup investi, ils seront en difficulté. Parce que cet investissement, il faut le rembourser. Or, vous pouvez le rembourser si vous avez de l'activité en face. Or, le schéma, le business plan, il ne prenait pas 50% en moins d'activité, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est là-dessus, penser qu'on va pouvoir trier de façon fine ce qui est une entreprise zombie ou pas, c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'il faut un dispositif qui soit à peu près juste, lisible, en disant, en fait, vous avez une aide qui est proportionnelle à votre chute d'activité et vos actifs fixes qui vient en complément. J'ai pas entendu Bercy prendre position là-dessus. Voilà. Ça fait longtemps que vous en parlez. C'est l'histoire des coûts fixes. En fait, c'est l'histoire des coûts fixes. Et après, tout le monde est traité au même niveau, et après chacun va se rembourser, va se débrouiller avec son prêt garanti, etc. Parce que si une entreprise a beaucoup tiré sur son prêt garanti, n'a pas été très bonne gestionnaire, etc., il n'y a pas de raison qu'elle ne le rembourse pas, contrairement à la boîte à côté qui aura fait beaucoup d'efforts pour ne pas tirer un prêt garanti. Donc vous voyez, le chose, je pense qu'en termes de politique économique, il faut des dispositifs qui soient lisibles, qui soient justes et efficaces. Et je pense que ça peut les réunir. Oui, André Lezucco, vous vouliez réagir? Pardon.
Oui, enfin, je crois que la simplicité est absolument clé dans ce moment-là. Si on commence à trier de manière avec des paramètres trop compliqués, à nouveau, on va prendre du retard, parce que je crois que le temps aussi est tout aussi essentiel que l'argent qu'on va y mettre. Et aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que, moi je vois ce qui se passe sur le plan de relance européen, c'est quand on voit les difficultés qu'il y aura à mettre en œuvre et à tirer sur cet argent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est mis d'accord la semaine dernière sur ce plan de relance. Si ça n'arrive pas premier semestre 2021, ça n'arrivera pas au bon moment. Donc à nouveau, c'est une question aussi de timing. Il faut que toutes ces mesures arrivent. Vous n'allez pas me dire que vous croyez qu'au premier semestre 2021, les premières dizaines de milliards du plan de relance européen vont tomber. C'est ce qui devrait arriver. Ouais. Parce que sinon, pour le coup, on aura des effets d'aubaine de gens qui en profiteront quand ça ne sera pas forcément nécessaire. Donc du coup, Mathieu Plane, 122,4% de dette par rapport au PIB en 2021, chiffre revu à la hausse par Bercy ce week-end. Jean Arthuis, qui préside cette fameuse nouvelle commission mise en place sur l'avenir des finances publiques, dit il faudra bien réduire la dette un jour, mais c'est pas le sujet. Donc si je vous suis bien, vous allez rejoindre l'Institut Montaigne, qui a publié une version, j'ai envie de dire, actualisée de ce qu'on avait déjà eu, en disant faut y aller, quoi qu'il en coûte, encore en 2021, sans mégoter. Oui, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, le quoi qu'il en coûte. Et je dirais même, c'est pas la France qui joue le quoi qu'il en coûte, c'est l'ensemble des pays du monde qui sont sur le quoi qu'il en coûte. Avec d'ailleurs des niveaux un peu différents. Parce que par exemple, la France, nous on a fait ce calcul-là, c'est-à-dire que sur le choc d'activité de 2020, en fait, les administrations publiques prennent à peu près 2/3 du choc à leur charge. Donc il en reste 1/3 pour les acteurs privés. Quoi qu'il en coûte, ça serait 100% en fait, presque. Mais on voit bien que c'est difficilement tenable. Certains pays essayent d'aller quasiment jusque-là. La question, c'est jusqu'à quand on va au quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire à partir de quand on décide finalement de revenir à une situation normale. Or, on voit que là, pour le moment, on a vu la partie émergée de l'iceberg et que la question que là on a soulevée, c'est la question des dettes qui va arriver. Il y a la dette publique, mais toutes les dettes privées. Et donc cette question des dettes privées, le quoi qu'il en coûte, c'est est-ce qu'elle reprend ? Le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'il va reprendre les dettes privées ? Est-ce que les dettes privées vont devenir aussi des dettes publiques ? Est-ce qu'il y aura de la recapitalisation ? Est-ce qu'il y a des reprises de prêts garantis, etc. Les dettes fiscales aussi, les créances fiscales qui n'ont pas été payées, les reports de dettes fiscales. Ce que vous décrivez là, c'est pas prévu. Tout ce que l'on décrit là n'est pas prévu. Et donc ce mur de dette, il va être extrêmement important. Il va arriver assez vite. Il va arriver à partir du moment où la situation va se normaliser. Parce qu'on ne va pas dire, on maintient ad vitam des régimes très spécifiques qui sont des régimes de crise. Et donc c'est là la difficulté. C'est à quel moment vous sortez de crise et à quel moment vous dites on lâche en fait ces aides, on lâche la perfusion. On a prévu 1,4 milliard dans le budget 2021 pour des défauts de prêts garantis par l'État sur 140. C'est très très peu. J'avais posé la question à Bruno Le Maire lors d'une conférence avec des journalistes, enfin une conférence en visio. Il avait un peu botté en touche sur le risque que ça représentait, mais on prend conscience que le risque est là et tous les outils qu'on vient d'évoquer depuis une quinzaine de minutes n'existent pas. Et juste là-dessus, c'est que 98% de l'encours est quand même sur des PME, TPE. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des grosses boîtes qui n'ont pas les reins solides. Et si vous regardez juste ça, c'est-à-dire que 120 milliards de dettes, plus les créances fiscales, et vu que c'est concentré sur les TPE-PME, ça représente à peu près 25% de leur valeur ajoutée annuelle. Donc celles qui ont tiré dessus, c'est-à-dire que celles qui l'ont utilisé, doivent avoir 5% de rentabilité supplémentaire sur 5 ans de leur valeur ajoutée pour pouvoir rembourser ces PGE, hors remboursement des charges d'intérêt. Donc vous imaginez la profitabilité et la rentabilité que doit être dégagée ? En admettant qu'à l'échéance, les banques acceptent de le convertir, compte tenu de l'analyse qu'elles feront de la boîte, et si à chaque fois elles redemandent des fonds propres, on est mal parti. De le convertir, pardon de convertir le PGE en prêt amortissable classique, puisque c'est ça l'échéance. Alors on l'a reculé d'1 an. Moi, mon opinion, elle n'engage que moi, c'est qu'on va demander que ce soit reporté de façon beaucoup plus longue que ça sur la conversion. Et la conversion va forcément devoir être aménagée avec énormément de souplesse. Faute de quoi, on va avoir un tissu de artisanal, de PME, de TPE qui va tomber. Et ça va être un sinistre intergalactique parce qu'il y aura des conséquences par rebond sur le chômage, donc sur la consommation et donc sur la croissance potentielle. C'est des secteurs. Mais n'oubliez pas que les banques ne font pas exactement ce qu'elles veulent. Il y a une autorité bancaire européenne, il y a une BCE qui a la main sur un peu plus de 100 banques dites systémiques et qui ne cesse de tirer le signal d'alarme sur les moratoires déjà accordés sur les dettes privées, considérant que les montants sont déjà astronomiques. On est à 225 milliards d'euros de moratoires sur des dettes privées par des banques en France. Et oui, et pourtant l'année 2021 ne se présente pas si bien que ça. Et donc il va bien falloir continuer à soutenir l'économie. Et ça pose un problème philosophique derrière, parce que en soutenant comme ça l'économie, on la colcoïse, si vous me passez l'expression. On se retrouve avec un énorme secteur public. On a de fait étatisé l'économie depuis plusieurs mois. Et donc c'est insupportable pour la libre concurrence, pour le marché, et je le rappelle que la libre concurrence bénéficie aux consommateurs, elle crée de la richesse à partager, c'est ça l'enjeu. Et donc, et que la planification totalitaire a prouvé qu'elle était assez peu efficace sur la capacité à assurer le bonheur et la richesse et la protection sociale. Et donc, on a un sujet avec ce mur de dette qu'il est nécessaire
d'augmenter encore, notamment en 2021, pour passer ce cap, et en admettant qu'il n'y ait pas de dégradation sanitaire, et encore plus s'il y a une nouvelle dégradation sanitaire, un troisième, un quatrième confinement, une vague, un vaccin qui se déploie moins facilement que prévu, etc. Tout ça est absolument nécessaire, et pourtant il faudra bien en sortir, parce que si on n'en sort pas, philosophiquement, c'est insupportable sur le plan des libertés publiques, de la liberté d'entreprendre et de la capacité de l'être humain à assumer ses propres choix. En tout cas, pour l'instant, vous prenez tous les travaux qui ont été réalisés par tous les think tanks en tout genre, de toute obédience différente, et ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut continuer à mettre de l'argent public l'an prochain pour passer le cap de 2021. On va marquer une pause, oui, en un mot. Et donc ensuite, il y aura le problème du discernement par pays. Il n'y a pas que le discernement des entreprises qui peuvent survivre ou pas, il y a le discernement par pays de ceux qui sont capables d'aller à une situation de normalisation et ceux qui n'en sont pas capables. C'est pour ça d'ailleurs on pourrait en reparler longuement. L'économiste française Hélène Rey a proposé récemment une autre façon de regarder l'endettement public d'un pays et la soutenabilité de sa dette, non pas en faisant le fameux ratio dette sur PIB, mais en regardant le service de la dette par rapport au PIB. Combien cette dette me coûte par rapport au PIB, et là ça change complètement les visions. Après, est-ce que c'est économiquement recevable, c'est un autre sujet. On marque une pause. Dans un instant, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette image, de cette nouvelle vision de la dette, ou en tout cas de cette nouvelle façon de la regarder. On va se plonger dans deux acronymes que vous ne connaissez probablement pas, le DSA et le DMA. Il va falloir apprendre de quoi il s'agit, parce que ça va faire l'actualité de demain et ça semble assez bien fichu pour une fois. Je sais que je marche sur deux.